Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux. Tu sais ce qui m'énerve quand on fait mentir l'histoire? Dire qu'à Auschwitz on a gazé que des poux, c'est une manière de dire qu'on n'y a pas tué des gens. C'est une falsification de l'histoire qui a un nom, le négationnisme, et c'est extrêmement grave. Le négationnisme, c'est une idéologie qui apparaît juste après la Seconde Guerre mondiale. En France, elle est d'abord défendue par d'anciens collabos. Leur idée, dire que l'extermination des juifs par le régime nazi n'est qu'un mensonge propagé par les juifs eux-mêmes. Soi-disant, il n'y aurait jamais eu de camp de la mort et l'Holocauste ne serait qu'un vaste complot. Ça peut paraître bizarre de faire ça, mais dans le contexte de l'après-guerre, ça suit une certaine logique. En fait, c'est une manière pour des hommes qui ont activement collaboré avec le régime nazi de se racheter une conscience. Ben oui, s'il n'y a pas eu de camp ou de génocide, le Troisième Reich n'est plus un régime politique criminel et ceux qui ont collaboré n'ont pas été partie prenante d'un massacre inhumain. En inversant la responsabilité, les négationnistes veulent donc se faire passer pour des victimes et échapper ainsi au jugement de l'histoire et des tribunaux. Le problème pour les négationnistes, c'est qu'il y a eu des camps et un génocide qui a tué 6 millions de personnes juives, 500 000 voyageurs et voyageuses, au moins 15 000 personnes LGBT et 270 000 personnes en situation de handicap. En fait, même pendant les grands procès qui suivront la Seconde Guerre mondiale, si personne n'a vraiment voulu assumer la responsabilité du génocide nazi, personne n'a non plus osé dire qu'il n'avait pas eu lieu. C'était juste beaucoup trop absurde de nier un truc pareil. Du coup, dans les premiers temps, les seules pseudo-preuves que vont trouver les négationnistes pour soutenir leur idéologie, elles sont très fragiles. Par exemple, ils vont énormément relayer le témoignage d'un certain Thies Christophensen sur le camp d'Auschwitz-Birkenau. Je vous lis un extrait, vous allez voir l'imposture. Le détachement de Birkenau était formé de gens gays. En travaillant, ils chantaient des chansons polonaises et les tziganes exécutaient leurs danses. Le colonel avait obtenu qu'une fois par semaine, la camionnette du cinéma en campagne vienne dans notre camp. Bon, c'est ridicule. Sur l'horreur d'Auschwitz, on a des photos, des milliers de documents administratifs, des témoignages concordants de rescapés, de membres des Sonderkommando, de hauts responsables nazis et de soldats alliés présents à la libération du camp. Petit à petit, je me suis approchée d'une fenêtre et j'ai regardé à l'intérieur. Et j'ai vu une salle de 6 mètres sur 6 environ, qui était pleine de cadavres. Et on a bien compris bien après que c'était la chambre à gaz. Personne ne décrit un endroit gay où on chante, on danse et où on va au cinéma. Le docteur Johann Paul Kremer, l'un des médecins SS qui participa au gazage à Auschwitz, dira même à propos du camp qu'il était pire que l'enfer de Dante et qu'il s'agissait de l'anus mundi, l'anus du monde. En fait, la réalité, c'est que ce Thies Christophersen qui dit qu'à Auschwitz, tout le monde était très content et que citent tous les négationnistes, c'est un affabulateur. C'est un ancien SS qui avouera à une journaliste en 1990 avoir menti consciemment pour déculpabiliser ceux qui, comme lui, ont participé aux atrocités nazies. Les négationnistes sont donc des menteurs qui citent d'autres menteurs et qui se convainquent les uns les autres de leurs propres mensonges. Et ce jeu de faussaire va trouver son champion en 1978 quand un universitaire, Robert Faurisson, va affirmer être capable de démontrer scientifiquement que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Résolument provocateur, Robert Faurisson continue de nier l'Holocauste, une thèse maintes fois réfutée. Cela ne l'empêche pas de réaffirmer sa version de l'histoire. Ça va susciter un très grand intérêt du côté des négationnistes, car c'est la première fois que leurs mensonges vont trouver une base pseudo-scientifique. En quelques jours, Robert Faurisson devient leur star et déclenche une polémique qui durera des années. Problème, Robert Faurisson, il n'est pas historien, c'est un professeur de littérature en mal de célébrité qui vient dans une discipline qu'il ne maîtrise pas. Et ça se ressent à la lecture. Ses pamphlets sont truffés d'erreurs et d'approximations et sa méthode est inexistante. En gros, il ne tient compte que d'un très petit nombre de documents qui vont dans son sens et ignore tout le corpus disponible qui invalide sa thèse. Il ignore par exemple les témoignages d'anciens SS comme Ottmar Trenker qui reconnaît l'existence des chambres à gaz, et même celui du commandant SS Kurt Hubert Franz qui affirmait pourtant « les chambres à gaz ont fonctionné, ça ne se discute même pas ». Il ignore aussi les écrits de Goebbels et Himmler qui parlent tous les deux de l'extermination des juifs, les discours d'Hitler sur le sujet ou le témoignage d'Eichmann qui reconnaît ouvertement l'existence des chambres à gaz. Il ignore même les documents issus de la conférence et du protocole de Wannsee du 20 janvier 1942 où furent pourtant discutés par les plus hauts fonctionnaires nazis les modalités techniques de ce qu'ils appelèrent la solution finale, à savoir l'organisation de la déportation et de l'extermination des juifs et des voyageurs à l'échelle européenne dans 6 camps de concentration et d'extermination. Pourtant, l'historien Christopher Browning note que tout
absolument tout dans les archives du protocole de Wannsee indique clairement que les implications en termes de génocide sont totalement et manifestement claires. L'objectif est de tuer chaque juif en Europe, de l'Irlande à l'Oural et de l'Arctique à la Méditerranée. Mais Forisson fait comme si ça n'existait pas. Comme il ignorera d'ailleurs l'étude du professeur Jan Markiewicz qui démontrera en 1994 qu'à Auschwitz il y a une concentration de cyanure extrêmement élevée uniquement là où se trouvaient les chambres à gaz. Résidu qui établit de manière indiscutable l'usage d'un insecticide mortel pour l'homme, le Zyklon B, dans des espaces hermétiques conçus pour y enfermer des humains. Zyklon B, dont les documents officiels de l'entreprise Degesch qui en assurait la production montrent d'ailleurs qu'ils étaient commandés en masse par les SS à destination des camps de concentration, au point que les SS étaient considérés par l'entreprise comme, je cite, des clients prioritaires. D'ailleurs, le camp d'Auschwitz représentait aussi, à lui seul, 1/10 des ventes de Zyklon B d'une autre entreprise, la Testa, en 1942 et 1943. C'est des quantités absolument énormes. L'historien Hervé Joly explique d'ailleurs à ce propos que ça dépasse, mais de très très loin, ce dont aurait eu besoin un camp de la taille d'Auschwitz pour un usage sanitaire. À moins que l'objectif n'ait jamais été de tuer des poux, comme le prétendait Forisson. D'ailleurs, autre preuve, s'il en fallait encore, que le Zyklon B était utilisé pour assassiner des humains, malgré les quantités énormes achetées par les SS, on a retrouvé des preuves que ceux-ci achetaient aussi du Tritox et de l'Aréginal, deux autres insecticides qu'ils utilisaient, eux, effectivement, pour les fumigations des bâtiments et les chambres d'épouillage. À quoi pouvaient donc bien servir les tonnes de Zyklon B achetées par les SS si ceux-ci utilisaient d'autres insecticides pour les poux ? Ben, à tuer des gens, comme l'affirme absolument tout le monde, à part les négationnistes comme Robert Forisson. D'ailleurs, Gerhard Peters, le gérant de l'entreprise Degesch, l'entreprise qui produisait le Zyklon B, reconnaîtra lors d'un interrogatoire en octobre 1947 qu'il avait été informé pendant la guerre par l'Obersturmführer SS Kurt Gerstein qu'un usage homicide serait fait du Zyklon B. Il expliqua, je cite, « Gerstein me reçut en disant qu'il devait pour commencer m'obliger au plus grand secret dans une affaire secrète du Reich. Il s'agissait de l'emploi d'acide prussique, non point pour la désinfection, mais contre des hommes. Tout prouve donc que Forisson a complètement tort et qu'il y a bien eu des chambres à gaz utilisées dans les camps de concentration pour commettre un génocide. Chambres à gaz dont on connaît d'ailleurs parfaitement le fonctionnement, en raison de la documentation technique et des plans récupérés après la guerre, auxquels s'ajoute en plus le témoignage du fameux Kurt Gerstein dont je viens de parler. Kurt Gerstein, qui en plus d'être un Obersturmführer SS, était aussi un ingénieur qui participa à la mise en œuvre de la solution finale et qui décrivit après-guerre dans un rapport les détails du processus de mise à mort dans les chambres à gaz auquel il assista personnellement. En fait, c'est simple. Rien dans la documentation historique, que ce soit les archives ou les témoignages, ne va dans le sens de Forisson et des négationnistes. Au contraire même, tout démontre que les négationnistes ont tort et qu'ils ne respectent pas les bases les plus élémentaires de la méthode scientifique. En fait, la technique de Robert Forisson, c'est de nier les preuves. Tout document ou témoignage qui ne va pas dans son sens est un faux. Évidemment, il est incapable de prouver que c'est un faux. Il se contente juste de crier au grand complot international et de dire que tout le monde ment. C'est d'ailleurs comme ça qu'il évite la question des survivants et des témoins directs des gazages. Pour lui, ce sont tous des menteurs, pas besoin d'écouter ce qu'ils ont à dire. Évidemment, Robert Forisson sera complètement débunké par tous les historiens et son travail ne recevra jamais aucun crédit dans le monde scientifique. En 2017, le tribunal de grande instance de Paris jugera même que Robert Forisson est un menteur, un falsificateur et un faussaire de l'histoire. Hélas, son travail trouvera un certain écho à l'extrême droite et des figures comme Alain Soral ou Dieudonné participeront à le diffuser activement auprès d'un public antisémite. Car, ne l'oublions pas, c'est toujours l'antisémitisme qui est au cœur du négationnisme, cette apologie du crime par négation du crime, comme l'écrivait Pierre Vidal-Naquet. Voilà, j'aimerais finir cette vidéo par le témoignage poignant de Robert Badinter lors de son procès face à Robert Forisson, qui, je crois, ramènera la réalité humaine au cœur de ce qui n'aurait jamais dû être un débat. Monsieur Forisson, tout à l'heure encore, vous a répété, oui, cette escroquerie politico-financière. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts sont devenus les instruments conscients, utilisés par tous les juifs. Pour quoi faire? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit? Je reverrai toujours ma mère recevant les misérables indemnités. Alors elle était quoi? La complice d'une escroquerie politico-financière? C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là, et ses fils, nous étions quoi?
les profiteurs, les bénéficiaires de cette escroquerie. Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir.